Bonjour, bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Je suis aujourd'hui avec Annabelle Tassi, qui est donc praticienne, c'est comme ça qu'on dit, en réflexe archaïque. En intégration de réflexe archaïque, c'est exactement ça, Alexandra. Ok, merci. Donc, je parle souvent des réflexes à des parents qui sont en difficulté avec leurs enfants qui présentent des troubles d'apprentissage ou du comportement. Et c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui est très peu connu. Voilà, des parents. Et je trouvais intéressant qu'on puisse faire une vidéo ensemble pour faire découvrir cette méthode aux parents et puis venir en aide aux enfants. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Annabelle, qu'est-ce que c'est que ces réflexes? Ces réflexes archaïques. Oui, ces réflexes Tout d'abord, archaïques. merci d'avoir fait cette vidéo parce que je trouve que c'est une excellente idée. Et oui, je rejoins ton avis. C'est pas connu en France encore actuellement et ça mérite vraiment de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe? Un réflexe, dans l'absolu, c'est un mouvement involontaire et incontrôlé, c'est-à-dire quelque chose qui fait suite à un stimulus et sur lequel on n'a aucun pouvoir par la volonté. Et quand on parle de réflexe archaïque, pour comprendre ce qu'est un réflexe archaïque, il faut remonter à l'époque du fœtus ou au cours de l'accouchement ou le petit enfant au tout début de sa vie. On sait que in utero, le fœtus a des mouvements, on les sent, Oui. le bébé bouge, il donne des coups, et tous ces coups, la déglutition, il se passe plein de choses dans le ventre, ce sont des mouvements, des choses qui se passent qui sont totalement involontaires, qui sont programmées, et c'est là qu'on parle de réflexe archaïque. Il y en a plein qui se mettent en place pendant l'accouchement, sous l'effet des contractions. Ce sont les contractions qui compressent au niveau de la colonne, qui compressent tout le corps, c'est violent, une contraction. Ça sert de stimulus, et il y en a plein qui sont au niveau du dos, en l'occurrence, pour l'accouchement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une compression sur la colonne vertébrale du bébé, ça va induire une réponse réflexe archaïque, qui s'appelle en l'occurrence le réflexe de Pérez, qui va induire un petit mouvement là, comme un petit dauphin, qui va onduler. Il y a un autre réflexe qui se met en branle pendant l'accouchement, qui lui a pour stimulus les côtés de la colonne vertébrale de part et d'autre, qui s'appelle le réflexe de Galland, et qui lui va induire des mouvements comme ceci. Donc ce mouvement-là, plus associé à celui-ci, va permettre au bébé d'avancer dans le tunnel de la naissance et d'arriver à la sortie. Après, il y en a d'autres au niveau de la sortie. Lorsque la tête est enfin sortie, le bébé va avoir le pubis qui va appuyer derrière sa nuque. Et pour la première fois, réflexe tonique labyrinthique en extension, il va s'extraire en appuyant sa tête et avoir pour la première fois de sa vie un mouvement d'extension. Puisque jusqu'ici, il était tout en flexion, recroquevillé dans le ventre. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des réflexes archaïques. Donc, il faut les avoir, ces réflexes archaïques. Ils sont vitaux. Ils permettent la survie, ils permettent plein de choses qui sont nécessaires au bébé. Et un bébé qui naît par césarienne? Malheureusement, il n'aura pas pu explorer cette dimension-là. Et c'est là qu'on commence à percevoir le pourquoi des troubles du comportement, puisque une fois que tous ces mouvements ont eu lieu et qu'ils ont eu lieu dans l'ordre, on va parler de la naissance classique, puis on reviendra sur la césarienne ensuite, le cerveau a intégré, ok, je suis né, je n'ai plus besoin de ce réflexe, je n'ai plus besoin que lorsqu'on me touche le dos, qu'on m'appuie sur la colonne vertébrale, hop, j'ai ce mouvement de réaction réflexe. Et c'est là qu'on peut commencer à percevoir le pourquoi chez certains enfants nés par césarienne, mais on le retrouve aussi chez certains enfants nés naturellement. Quand on leur touche le dos, quand ils sont assis sur une chaise, quand on leur met un vêtement avec des étiquettes, on retrouve ce fameux réflexe, donc ce mouvement involontaire et incontrôlable. D'accord. Parce qu'à un certain moment, les réflexes, ils ont un cycle, en fait, il faut les intégrer, c'est ça? Ils ont surtout chacun un moment où ils sont nécessaires. Et puis un moment où on n'en a plus besoin. Sauf qu'il y a aussi des réflexes de vie qui, eux, s'activent et se mettent en place plus tard. Le domaine des réflexes est un peu complexe, mais les réflexes archaïques, eux, doivent disparaître. Sinon, ils nous enquiquinent. Si on prend les réflexes du tout petit bébé, qu'on prend le réflexe de l'agrippement, s'il y en a plein chez le tout petit qui contestent, on met quelque chose dans la main du bébé, slash, de manière automatique, il serre très fort, on le teste à la naissance. Et il est capable de supporter son propre poids. C'est très très fort, comme une plante carnivore quoi, qui se referme sur le doigt. Effectivement, celui-ci, si on le garde toute sa vie, ça va être un peu embêtant quand on va vouloir apprendre à écrire. Si à chaque fois qu'on touche quelque chose, slash, ça se ferme très fort, c'est pas possible. On en a besoin quand on est tout petit. Enfin, en l'occurrence, là, c'est un réflexe très archaïque, puisqu'on en a besoin quand on était un singe, mais on n'en a plus vraiment besoin maintenant. Mais
voilà, ils doivent à un moment donné disparaître pour laisser la place à un mouvement volontaire, un mouvement contrôlé. Je fais ce que je veux de mes mains et si on me touche, même dans la zone de stimulus, je ne vais plus réagir. Le réflexe a disparu. D'accord. À qui s'adresse donc ce travail sur les réflexes? Alors, ce travail sur les réflexes s'adresse à un large panel de troubles, j'ai envie de dire, dans le sens où les réflexes touchent à plusieurs dimensions. Les réflexes vont pouvoir intervenir sur le plan émotionnel. On a le réflexe de Moro, des réflexes de peur, il y en a plusieurs. Et comment ça va se manifester plus tard? Ça va se manifester par des troubles du sommeil, des stress, de l'anxiété, des enfants qui vont avoir besoin de gérer tout ce qui se passe dans leur journée. Et dès qu'il y a un imprévu, ça va être générateur de stress. C'est les enfants qui ne contrôlent pas leurs émotions. Alors certes, tout petit, c'est normal. On a un chagrin, on explose, ok. Mais arrivé à un certain âge, c'est un petit peu plus handicapant. Donc là, hop, on peut le mettre dans la case du trouble, du non-contrôle de ses émotions. Et là, effectivement, si c'est un réflexe archaïque qui est en cause, alors on peut intervenir et améliorer la situation. D'accord. Les réflexes archaïques aussi jouent sur le plan postural, au niveau corporel. On a parlé du Babinski, les réflexes d'équilibre, le réflexe de gravité, il y a plein de réflexes au niveau postural. Donc, pareil, quand il y a un enfant qui bouge tout le temps, qui a la bougeotte, qui ne contrôle pas, on a vu l'exemple du dos, un enfant qui va avoir du mal à trouver son équilibre, qui à 7-8 ans ne saura toujours pas faire du vélo, ça va se manifester de ces façons-là. Ou alors l'enfant qui va se cogner tout le temps, qui n'a pas de conscience de son corps. Il y a aussi ceux qui sont très maladroits, qui renversent tout ce qui est à côté d'eux. Qui n'attrapent pas bien le ballon. Par exemple, oui, ça c'est la coordination. Après le réflexe tonique asymétrique du cou qui lie le cou au mouvement du bras et des jambes, ça va rendre les enfants très maladroits. Dès qu'ils ont quelque chose à côté et qu'on les appelle, ils tournent le cou, paf, ils tournent le bras, ils renversent tout ce qui est à côté d'eux. Et c'est involontaire, c'est incontrôlé. Donc là, on peut intervenir. Et dans la troisième dimension sur laquelle peuvent intervenir les réflexes archaïques, c'est le domaine cognitif. Et c'est là que moi j'aime bien travailler, c'est là que j'aime bien voir évoluer les enfants, c'est tout ce qui est trouble des apprentissages. C'est surtout là, pour cette raison que les parents viennent, en général, non? Généralement, c'est pour ça. Difficulté à lire, difficulté à écrire, difficulté à se concentrer. Souvent, ce sont les réflexes archaïques qui sont en cause. Pas que, mais ça peut. C'est là le domaine sur lequel on intervient. D'ailleurs, juste pour faire une aparté, donc moi je suis venue te voir avec mes 2 enfants. Et lors de chaque séance, ce qui était... pour un premier enfant, j'étais venue pour la lecture. Et les réflexes qui ont été vus, qui n'étaient pas intégrés, c'était ceux liés justement à la lecture. Tout à fait. Pour l'autre, c'était pour l'écriture. Et c'était marrant de voir aussi que ça coordonnait avec... que ce n'étaient pas les mêmes qui ressortaient. Voilà, que ce n'étaient pas les mêmes qui ressortaient. Et que ceux qui étaient liés à l'écriture, c'était ceux qui n'étaient pas en place chez cet enfant-là. Et puis c'est plein de bon sens. Si le réflexe d'agrippement n'est pas intégré comme il faut, si on n'a pas le total contrôle de ses doigts, si je n'ai pas le contrôle de mon index, comment est-ce que je peux tenir mon stylo? Comment je peux faire la pince jolie comme on le veut à l'école? Non, on va trouver une parade, on va se servir d'autres doigts en espérant qu'il y ait un nez qui soit connecté. Et oui, bien sûr qu'il y a un lien. Voilà. Et donc, tu as vu des évolutions sur les enfants qui viennent? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples? Ou 2 exemples? Alors, des exemples, je commence à en avoir beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthode éducative. C'est une sorte de rééducation. C'est-à-dire que si j'ai mes doigts qui ne sont pas coordonnés avec mon mouvement volontaire, si je demande à mes doigts de s'agripper et que finalement, ils ne tiennent pas, il va falloir que je lui réapprenne, en fait, à se connecter. Et c'est un travail quotidien. C'est vraiment tous les jours que je vais essayer de reproduire un mouvement. C'est par le mouvement que je vais réapprendre à me servir de mes doigts comme il faut, que je vais retrouver la sensation dans un sens comme dans l'autre. Je touche mon doigt, j'ai une sensation, et quand je demande à mon doigt d'écrire, par automatisme, il doit être présent, il doit pouvoir être là. Donc oui, on voit des effets, en plus c'est assez rapide. J'ai de plus en plus d'enfants qui ont tout remis en place, tous leurs réflexes sont en place. Et c'est ce que je trouve magique dans cette technique, c'est que ça se fait sur assez peu de temps. Et j'ai envie de dire, on remet les choses en place, on répare. Donc on se voit,
Donc comment ça se passe, les séances? Fini d'intégrer le réflexe et c'est terminé. Alors, les séances, dans un premier temps, il me faut absolument pouvoir faire un bilan. C'est-à-dire faire une séance où je mets plein de stimulus sur l'enfant et j'observe ce qui se passe. Et ça permet de savoir quels sont les réflexes qui sont en place, quels sont ceux qui ne le sont pas. Et c'est la base de travail. Et en fonction de ce qui n'est pas intégré et de la demande du parent ou de l'enfant aussi, parce que c'est surtout lui qu'il faut écouter, si c'est un problème sur la lecture, si lui, ce qui l'embête, c'est de ne pas arriver à shooter dans le ballon au foot, sa priorité, ça va être les coordinations motrices entre les bras, les jambes, les épaules. On va écouter chacun et puis on va mettre en place une sorte de stratégie. Et à chaque séance, on va remodeler environ 1 ou 2 réflexes, voire 3, selon la capacité attentionnelle de l'enfant et sa disponibilité. Et puis il y aura des mouvements d'intégration à faire à la maison pour perpétuer ce travail. Et on se revoit toutes les 3 semaines, puisque c'est le temps qui est nécessaire pour adopter un nouveau schéma de fonctionnement, un nouveau... Et le travail à la maison, donc c'est à peu près 5 minutes par jour. Oui, c'est ça, c'est 3 à 5 minutes par jour. Et par contre, tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, 3 à 5 minutes par jour. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est pas si... Enfin, moi, pour les miens qui le testent en ce moment, c'est pas si contraignant que ça, même ça l'est pas. Et ça leur pose pas de difficultés, voilà, parce que c'est court. Oui, puis c'est dans le mouvement. C'est dans le mouvement, c'est pas un travail de lecture. Mais c'est vrai qu'il faut absolument le rentrer dans le quotidien. Alors j'essaie de dire qu'il faut le rentrer dans le rituel du soir, lui trouver une petite place avant l'endormissement, entre le brossage de dents et le bisou. Et ça. Il faut lui trouver un petit moment. C'est ça, c'est dents, pipi, pyjama, réflexe. Super. Je vais le retenir. C'est le rituel dents, pipi, du soir. pyjama, réflexe. C'est ça, puis il faut se dire surtout que c'est juste pendant quelques mois, c'est le temps de remettre chaque réflexe à sa place. Et après, c'est bon. C'est après, on en est débarrassé. Voilà, on laisse maturer tout ça, tout est remis en place et hop, les choses reprennent le cours de leur vie. Et par exemple, donc, la dyslexie, elle peut disparaître? J'allais dire, il y a des réflexes que l'on retrouve systématiquement chez un dyslexique et qu'on peut remettre en place. Maintenant, la dyslexie, selon l'âge à laquelle les gens vont amener les enfants, il y aura eu un retard d'apprentissage. Et là, évidemment, ça, c'est pas de mon ressort. Moi, j'ai envie de dire, je vais enlever le petit caillou qui est dans la chaussure et qui empêche de pouvoir courir vite. Mais c'est pas moi qui vais apprendre à courir. D'accord. D'ailleurs, c'est le cas pour mon fils qui m'a amené sur ce chemin des réflexes. Je l'ai découvert assez tardivement, puisque le temps qu'il soit vraiment en échec scolaire, que ça devienne compliqué. Aujourd'hui, il va chez l'orthophoniste. On a remis les réflexes en place, il va chez l'orthophoniste, mais la différence par rapport à quand il y allait plus jeune, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment en capacité d'apprendre et qu'il avance très vite. C'est favoriser le terrain. C'est ça, c'est enlever ce qui coince. Et une fois que ça ne coince plus, c'est comme essayer d'apprendre à écrire tant qu'on n'a pas intégré son réflexe d'agrippement. On va pouvoir écrire, mais ça va être difficile, ça va être douloureux, ça ne sera pas forcément sur la ligne s'il y a un réflexe tonique asymétrique du cou parce que la main va suivre le mouvement du cou. On enlève ça et derrière, le travail qui sera fait avec les autres praticiens sera vraiment potentialisé. C'est ça. C'est un complément pour... C'est un complément, c'est tout à fait ça. D'accord. Ça ne se substitue pas aux autres thérapies, mais c'est vraiment un complément, et j'allais dire un complément vraiment essentiel. Donc ça, on parle surtout chez les enfants, à partir de quel âge on peut commencer? Parce que là, par exemple, j'ai ma fille, la dernière, là, qui a 4-5 ans. Elle voit son grand frère et sa grande sœur qui viennent et elle réclame à venir. C'est marrant. Alors, est-ce que les réflexes sont prêts? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un âge par rapport aux réflexes qui devraient être intégrés? C'est une super question. Il y a des réflexes, en fait, ils ont chacun, il y a un tableau, je vais essayer de vous le montrer. C'est les périodes d'émergence, est-ce qu'on peut le voir? D'émergence et d'intégration des réflexes. Alors, voilà, chacun, enfin on ne voit pas très bien, mais c'est pour illustrer le fait que chaque réflexe a une période où il apparaît et une période où il disparaît. Et ce n'est pas le même âge pour chacun. Donc selon l'âge de l'enfant, il y en a, il ne faut pas attendre à ce qu'ils soient intégrés parce que ce n'est pas l'âge. Et globalement, l'âge où tout doit être en place, c'est 3 ans. 3 ans. Donc avant 3 ans, ça n'a pas vraiment de sens de prendre en charge un travail sur les réflexes archaïques. À partir de 3 ans, ils sont scolarisés généralement. Et
C'est vrai que c'est souvent à partir du CP qu'apparaissent les gros troubles. D'accord, on commence à se rendre compte d'où ils en sont de les apprentis. Mais le bon âge pour les amener, c'est l'âge où eux ont envie de faire évoluer les choses, où ils vont être participatifs. Parce que vu que c'est vraiment une méthode qui implique un petit travail quotidien. Pour prévenir, donc ça c'est bien de venir voir un praticien dans le domaine des réflexes archaïques quand nos enfants ont des difficultés. Mais est-ce que tu peux aussi nous donner des conseils pour, dans le meilleur des mondes, éviter ou faire en sorte que nos enfants aient le moins de difficultés possibles liées à ces réflexes? Il y a quelques petits conseils qu'on peut donner. Après, la nature reste maîtresse de beaucoup de choses. Les conseils, ça serait de laisser l'enfant libre de ses mouvements le plus possible. Qu'est-ce qui va faire qu'un babinski ne va pas s'intégrer? Si l'enfant n'a jamais de contact sous les pieds, qu'il a toujours des chaussures depuis tout petit, dès le landau, on lui met des baskets parce que c'est fashion, il ne va pas pouvoir explorer ses sensations, il ne va pas pouvoir explorer le mouvement et donc il ne va pas pouvoir l'intégrer. Donc ça ne va pas favoriser. Il y en a qui vont l'intégrer malgré tout. Mais il faut essayer de laisser l'enfant libre le plus possible. Alors, au niveau des pieds, parce qu'il y a plusieurs réflexes au niveau des pieds, mais après au niveau de sa posture générale. Parce que si chaque enfant est différent, il y a un enchaînement de développement moteur qui est le même chez tout le monde. Là pareil, j'ai une petite fiche qui peut illustrer. Voilà, quand on parle d'enchaînement moteur, c'est celui-ci. D'abord, l'enfant est couché, ensuite il va apprendre à se retourner. Une fois qu'il est retourné, il va relever la tête et regarder au loin. C'est ce qui permet de développer la vision en 3D. Ensuite, il va apprendre à faire les roulés-boulés. Les roulés-boulés, si ce sont des connexions qui se font dans le corps en homolatéral, c'est-à-dire, c'est un réflexe aussi, et c'est là qu'on en a besoin. C'est un réflexe qui aura de réaction entre l'épaule et le bassin, qui fait que quand hop, il va en pousser un, il va pousser l'autre et ça va lui permettre de rouler. Mais ça, à un moment donné, une fois qu'il l'aura exploré et qu'il saura le faire dans un sens, dans l'autre, il n'en aura plus besoin. Il va explorer d'autres phases, les phases du cou, puis après, la phase du quatre pattes, où là, on n'est plus en homolatéral, on est en croisé, jambes et bras. Là, on apprend à croiser cerveau droit, cerveau gauche, d'où l'importance du quatre pattes. Mais là où il est important de laisser l'enfant libre de ses mouvements, c'est que si au moment où il en est à explorer le roulé-boulé, de manière réflexe, il va avoir des automatismes où tchouk, il va se passer quelque chose entre son épaule et sa hanche. Imaginons qu'il soit tout le temps dans son transat. Il va se passer le réflexe, mais vu qu'il est attaché, il ne va pas rouler. Donc il n'aura pas la réponse attendue. Donc dans son cerveau, ok, il se passe ça, mais à quoi ça sert? Je ne sais pas. S'il est dans sa poussette ou même dans ses cocons un peu tout mous, là, qui ont l'air très confortables pour les enfants, c'est pareil, c'est trop mou. Donc l'idée, c'est que l'enfant a besoin certes de câlins. Ils sont aussi bien sur un tapis d'éveil. Tout à fait. C'est essentiel qu'il passe beaucoup de temps sur le tapis d'éveil. Parce que comme ça, sur le tapis d'éveil, hop, il va avoir cette contraction, il va rouler. Et il va découvrir. Ah, quand je fais ça, il se passe ça. Quand je fais ça, il se passe ça dans l'autre sens. Et il va pouvoir l'explorer. Et c'est là qu'on enfreint parfois un peu l'intégration des réflexes, sans le savoir. J'ai fait des bêtises moi aussi parce que je l'ignorais. Donc c'est éviter le transat. Alors, quand ils dorment, bien sûr, il faut que ce soit confortable. Mais quand ils sont réveillés, il faut qu'ils passent du temps au sol. Le quatre pattes, c'est essentiel. Donc on évite de les laisser dans le parc. Le trotteur, il faut absolument éviter ça. Il faut laisser faire les choses dans l'ordre. L'enfant doit se mettre debout que lorsqu'il est capable de le faire par lui-même, par la position du chevalier servant. C'est-à-dire un genou au sol, l'autre pied se relève et je me mets debout. Si on apprend à se mettre debout avec les barreaux du parc, on rate certaines étapes. Et c'est là qu'on modifie l'ordre des choses et c'est là que parfois des réflexes ne s'intègrent pas. D'accord. Voilà. Ok, donc le conseil, c'est laisser l'enfant libre d'explorer ses mouvements. Donc pour trouver des praticiens en réflexe archaïque, donc toi tu exerces en Aveyron. Oui, à côté de Rodez. Et pour ceux qui habitent plus loin, où est-ce qu'ils peuvent trouver quelqu'un Alors, il y a des listes de praticiens qu'on peut retrouver sur certains sites. Moi, je suis accompagnante en IMP, Intégration Motrice Primordiale, qui est l'école de Paul London. Et la liste des praticiens se retrouve donc sur son site, qui s'appelle reflex.org. Il y a d'autres écoles qui utilisent d'autres méthodes, notamment RMTI, les initiales. Et pareil, sur leur site, il doit y avoir des listes de praticiens que l'on peut retrouver. C'est vrai que c'est
encore un petit peu trop parsemé à mon goût, je trouve, sur la France. Ouais. Mais ça se développe et ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Donc il ne faut pas hésiter à aller Non. sur les sites pour essayer de trouver un praticien à côté de chez soi. Et merci en tout cas Annabelle pour cette interview. J'espère que ça vous éclaire sur la méthode, sur le travail ou la méthode, je ne sais pas comment on dit, des réflexes archaïques. Si vous l'avez déjà testé avec vos enfants ou si vous avez l'intention de le tester, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le site d'Annabelle sera mis aussi sur le blog, il y aura le lien, donc vous pouvez aller le consulter, il est très clair, il y a plein de choses très intéressantes, de ressources. Et il y a aussi quelques vidéos, parce que Annabelle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Annabelle Tassi, c'est ça? Oui, ou Annabelle Tassi, ou intégrer cesreflexes.fr aussi. Voilà. Parce qu'il est temps que ce soit connu en France. Il y a énormément de praticiens à l'étranger, dans les pays francophones, aux États-Unis. En Allemagne, il y a un institut qui travaille avec les enfants et qui ne pratique que ces méthodes-là parce qu'il y a des super résultats. Et en France, ça vient tout doucement. Donc, super résultat. N'hésitez pas à le tester pour tous les enfants en difficulté émotionnelle, comportementale ou d'apprentissage. Voilà, c'est un complément à d'autres méthodes, mais ça vaut le coup de le voir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne de YouTube et à vous inscrire sur le blog Parents heureux, enfants heureux pour voir les nouveautés. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.